Donc merci à tout le monde de participer à ce troisième webinaire qu'on co-organise donc avec l'ARS Île-de-France. Moi, je suis Delphine Doré-Potonnier, directrice de promotion santé Île-de-France, non pas Vanessa Galici, comme c'est inscrit, puisqu'on a eu des petits soucis. Donc, ma collègue m'a prêté son ordinateur, vous savez tout. Et puis, donc, c'est un troisième webinaire qu'on organise. Donc, Carole, merci à vous aussi de co-organiser ce webinaire avec nous et de gérer beaucoup d'éléments techniques, notamment. Bravo à vous, parce que c'est une gestion de crise au dernier moment. Et puis, pour ce troisième webinaire, on a aussi le plaisir de l'organiser avec l'Association des maires d'Île-de-France et l'Association Élus Santé publique et territoire. Donc voilà, c'est vraiment un travail partenarial pour ce webinaire. Et donc du coup, pourquoi avoir consacré un webinaire à la santé dans toutes les politiques et à ce concept, qui est un concept qui date maintenant de presque une quinzaine d'années, mais qui a été un peu remis en lumière plus récemment, en 2025, pardon, avec le rapport du Haut Conseil de la santé publique, dont vous avez sûrement entendu parler. Et donc, ce concept, il est né d'un constat que les collectivités territoriales disposent de nombreux leviers pour agir sur les différents déterminants de la santé. Et pour autant, les collectivités territoriales n'ont pas forcément ni les compétences, ni l'ingénierie, ni les moyens en interne d'agir sur les déterminants. Mais on verra que ce concept permet justement de donner un certain nombre de leviers, donc constitue un levier en soi pour intégrer les enjeux de santé dans l'ensemble des politiques publiques. Donc, bien au-delà du champ sanitaire, voilà. Donc, c'est intéressant justement de consacrer un webinaire en particulier à ce concept, et on verra aussi jusqu'à des éléments, des réflexions, mais aussi des éléments pratiques, des outils. On ira jusqu'au bout de ce webinaire, mais avant de laisser la parole à nos intervenants que je présenterai après et qui, bien sûr, iront plus loin dans le concept que je viens de vous évoquer rapidement. Hein. C'était une petite introduction. Je laisse la parole à Carole, justement, Carole Poisson de l'ARS Île-de-France pour pouvoir aussi nous présenter l'engagement de l'ARS sur la santé dans toutes les politiques. Merci Delphine pour l'introduction. Effectivement, le fait que l'ARS constitue l'attente numéro 1 des Français vis-à-vis de leur prochain maire, ça a été mis en évidence par plusieurs sondages juste avant les élections municipales. C'est un marqueur fort, c'est un résultat qui est intéressant et qui traduit une évolution profonde, le fait que les habitants identifient de plus en plus leur collectivité comme un acteur de santé à part entière. Et c'est une évolution qui s'est naturellement renforcée au cours du dernier mandat municipal, sous l'effet de la crise Covid, bien entendu, mais aussi, et c'est très complémentaire, la montée en puissance d'enjeux tels que la santé mentale, le vieillissement, les précarités ou encore l'adaptation au changement climatique. Donc aujourd'hui, les élus et les collectivités sont encore plus des partenaires vraiment incontournables pour nous, acteurs de la santé publique, parce qu'ils peuvent inscrire la santé dans un projet de territoire, parce qu'ils sont capables de croiser et de coordonner des actions sur différents déterminants de santé qui sont dans leurs compétences et qui vont permettre de répondre de manière coordonnée à un enjeu de santé identifié, et parce que ils sont les mieux placés pour pouvoir à la fois porter et incarner cette ambition de la santé dans toutes les politiques. Donc c'est précisément ce qui rend ce concept de santé dans toutes les politiques à la fois exigeant et passionnant pour nous. Ça nous invite on dirait à l'agence, ça nous invite à chausser les lunettes santé, entre guillemets, pour éclairer les décisions publiques. Et ça nous rappelle que l'état de santé d'une population, c'est avant tout un résultat collectif qui est produit par l'ensemble des politiques publiques et pas du tout uniquement la politique de santé. Je voudrais également souligner le rôle essentiel joué par les dispositifs de coordination territoriale, au premier rang desquels les contrats locaux de santé, les conseils locaux de santé mentale, les ateliers santé-ville, mais aussi d'autres dispositifs tels que les coopératives d'acteurs ou plus largement toutes les démarches territoriales qui se sont fortement structurées ces dernières années. Parce qu'au-delà des projets qu'ils portent, ces espaces ont permis de construire une culture commune de la santé, de décloisonner les approches et puis de faire émerger progressivement une vision plus intégrée des enjeux de santé à l'échelle locale.
Ça rentre en écho assez logiquement avec une transformation qui est engagée par l'ARS Île-de-France autour de la territorialisation de son action, à la fois dans l'accompagnement des opérateurs, mais aussi des financements qui sont de plus en plus délégués au niveau des délégations départementales. C'est une des réponses qu'on essaye d'apporter pour accompagner au mieux ce mouvement, pour renforcer les capacités d'initiative au niveau local et pour pouvoir vraiment construire le plus finement possible avec les collectivités et les acteurs des réponses qui sont adaptées aux réalités de chaque bassin de vie. Le projet Acte 77 voilà, dont vous allez avoir une présentation au cours de ce webinaire apporte justement des éléments de réponse très concrets à cette question. Il ne nous dit pas seulement pourquoi est-ce que la santé dans toutes les politiques est nécessaire, mais il est aujourd'hui un retour d'expérience précieux sur comment est-ce que la santé publique peut devenir une réalité dans l'action publique locale. Et je repasse la parole à Delphine pour vous en dire un peu plus sur ce projet, dans lequel notre délégation départementale de Seine-et-Marne s'est particulièrement impliquée depuis 2023, qui a été réalisé par Promotion Santé Île-de-France et l'association Pas de côté en santé. Et je vous souhaite un excellent webinaire. Merci beaucoup, Carole, en tout cas pour cette introduction. Du coup, oui, donc ce projet Axe 77 dont vous parliez est un projet important pour nous à Promotion Santé Île-de-France et aussi pour l'association Pas de côté en santé, avec qui on a vraiment fait un travail partenarial aussi pendant ce projet Acte, donc financé, comme vous l'avez dit, par la délégation départementale de Seine-et-Marne, voilà, qui voilà, était particulièrement soutenant, avec qui on a travaillé sur ce projet aussi. Donc, on les remercie. Si certains des collègues de vos collègues de la délégation sont présents, on les remercie en tout cas de ce travail effectué aussi pendant ces 3 années. Donc, c'est un projet d'accompagnement de 6 collectivités en Seine-et-Marne avec une démarche promotrice de santé, donc avec un objectif principal qui était de renforcer l'élaboration des politiques et de projets en promotion de la santé pendant ces 3 années de projet. Donc, il a été mis en œuvre en grandeur, enfin, ça a permis de mettre en œuvre en grandeur nature le concept de santé dans toutes les politiques, notamment avec une première phase de configuration, de préfiguration pendant 1 année, et puis ensuite une phase d'accompagnement pendant 2 ans des 6 collectivités par les 2 associations, donc nous, Promotion Santé de France et Pas de côté en santé, et une phase d'évaluation qu'on a menée en partenariat avec le Centre de sociologie des organisations de Sciences Po. Et puis, donc, c'est pour ça que nous avons convié à ce webinaire Étienne Nouguez pour présenter justement le concept de santé dans toutes les politiques, mais aussi les enseignements de cette évaluation. Donc, Étienne est chargé de recherche au CNRS, au Centre de sociologie des organisations de Sciences Po. Et donc, il a mené cette évaluation avec donc Francis Sanseigne, qui a été post-doctorant et qui a travaillé au sein de Promotion Santé Île-de-France pendant 1 an sur cette évaluation. Donc, merci beaucoup, Étienne Nouguez, d'être présent et de pouvoir contribuer donc à ce webinaire pour aussi nous transmettre tous ces éléments de concept et aussi les enseignements de cette évaluation que vous pouvez retrouver sur notre site internet, sur le site de Promotion Santé Île-de-France. Donc, Étienne, je vous laisse donc la parole et d'ores et déjà, avant de vous laisser la parole, je voulais juste vous dire qu'il y aura une possibilité de poser vos questions dans le QR. On ne pourra pas vous laisser la parole puisqu'on est limité dans le temps, mais vous pouvez utiliser, une fois qu'Étienne aura fait son intervention, poser vos questions et que nous, on relaiera à Étienne Nouguez pour qu'il puisse nous en faire part. Et puis après, on aura aussi l'intervention de 2 élus franciliens très investis effectivement sur ces questions et qui représentent aussi des élus au sein d'associations, donc l'Association des maires d'Île-de-France et de l'association Élus Santé publique et territoire, donc Véronique Garnier et Yves Charpak, et on les remercie d'avance chaleureusement pour leur intervention qui nous permettront d'avoir des regards croisés sur la mobilisation des élus sur ces questions. C'est extrêmement important, et pareil, à la fin de leur intervention, vous pourrez leur poser des questions via le QR. Mais d'ores et déjà, je laisse la parole donc à Étienne Nouguez pour sa présentation.
Merci beaucoup Delphine et merci aussi à Carole Poisson pour cette invitation. Je laisse le... on reste comme ça ou on passe en... Ouais, bon, ok, en plein écran, peu importe. Oui, donc merci beaucoup. Je vais essayer de vous présenter rapidement à la fois pourquoi on s'intéresse à cette notion de santé dans toutes les politiques locales, et donc pourquoi les collectivités locales sont un- un acteur particulièrement pertinent et intéressant pour aborder ces questions. Et puis, je reviendrai effectivement dans un deuxième temps sur les enseignements de ce projet Acte 77, sur le comment, en fait, on peut mettre en place ces politiques, enfin, cette santé dans toutes les politiques locales. On peut passer au slide suivant. Voilà, voilà. On va commencer donc par revenir sur cette notion de santé dans toutes les politiques. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous sont familiers et familières de cette notion, mais je voulais revenir sur un premier point qui est connu de la plupart d'entre vous, mais sans doute un peu plus nouveau pour un certain nombre d'élus locaux, qui est en fait cette idée des déterminants de la santé. Et ça, c'est un constat qu'on a pu faire lors du projet ACT, mais qui est un constat qui est plus généralement présent dans de nombreuses collectivités. C'est un enjeu très fort autour du système de soins et de l'idée de désert médical. Et c'est vrai que c'est un sujet majeur. Néanmoins, je vous ai remis ce schéma qui est, je pense, assez connu, mais qui rappelle que le système de soins n'est qu'une des composantes des déterminants de la santé et qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui jouent sur l'état de santé de la population, à commencer par les facteurs socio-économiques, l'accès à l'emploi et à l'éducation, l'accès à des revenus décents, l'accès à une alimentation saine, à la culture, aux loisirs, aux réseaux familiaux et communautaires, et aussi les facteurs environnementaux, l'état des milieux, l'exposition aux nuisances et aux, aussi aux difficultés sociales et économiques. Et puis, il y a enfin les comportements individuels, les habitudes de vie des individus qui concernent la mobilité, les habitudes alimentaires, etc. Donc, on peut passer au slide suivant. Euh, et précisément, l'idée de santé dans toutes les politiques, c'est de s'adresser à ces déterminants de la santé. Donc, je vous ai remis la déclaration d'Helsinki de 2013 de l'OMS qui a donné une définition de cette notion. Donc, une approche intersectorielle, c'est moi qui ai mis en gras, donc j'insiste sur cette notion d'intersectorielle, des politiques publiques qui tient compte systématiquement des conséquences sanitaires des décisions, qui recherche des synergies et qui évite les conséquences néfastes pour la santé afin d'améliorer la santé de la population, donc dans son ensemble, mais aussi l'équité en santé en luttant contre les inégalités sociales et territoriales de santé. Donc, on peut passer au slide suivant, qui revient sur ces différentes dimensions et sur les points clés qu'il faut retenir de cette notion. Donc, ça, c'est un schéma qui a été fait par Laurence Varin, qui faisait partie avec moi et d'autres du groupe de travail donc, qui a publié ce rapport dont a parlé Delphine Doré-Potonnier du Haut Conseil de la santé publique, qui donc, a été publié en 2025 sous la direction de Linda Cambon, de Françoise Javot et de Jean Simos, et qui donc revient sur cette notion de santé dans toutes les politiques. Et donc, les points clés qu'il faut retenir de cette approche, c'est d'abord qu'on a une approche globale de la santé et des politiques publiques. Donc, à chaque fois, en creux, en fait, on voit le négatif, c'est-à-dire que le négatif, c'est de réduire les politiques de santé au secteur exclusif de la santé et plus précisément au secteur des soins. L'idée de cette approche globale, c'est de dire qu'en fait, toutes les politiques contribuent en bien ou en mal à l'état de santé de la population et aux inégalités de santé, et c'est cette approche globale qu'il faut adopter.
Et pour le faire, il faut une démarche systématique, c'est-à-dire que chaque politique soit pensée avec un réflexe santé. Et ce réflexe santé, c'est notamment la prise en compte dans les décisions des effets que cela va avoir sur la santé des populations, mais aussi sur les inégalités sociales de santé. Donc ça, c'est plutôt du côté de la conception des politiques publiques. Et donc, c'est aussi un plaidoyer en faveur de ce qu'on appelle les évaluations d'impact en santé, c'est-à-dire d'essayer d'estimer avant une politique. Alors, c'est beaucoup appliqué aux politiques d'urbanisme, mais en fait, c'est une notion qui peut s'appliquer à n'importe quelle politique, d'essayer de penser les conséquences que ça peut avoir sur la santé, sur les inégalités sociales de santé. Et l'autre dimension clé de cette approche de santé dans toutes les politiques, c'est l'idée que la santé, effectivement, ne se réduit pas au secteur du soin ou ce qu'on appelle le système de santé, mais suppose une intersectorialité, c'est-à-dire d'associer les autres secteurs qui ne se définissent pas comme des secteurs de santé aux effets qu'ils peuvent avoir sur la santé, et donc la recherche de synergie, c'est-à-dire l'idée que on va essayer de chercher des situations qui sont gagnant-gagnant, c'est-à-dire qui favorisent la santé sans forcément nuire aux enjeux de ces secteurs-là. Et donc là, ça, c'est un enjeu qui est extrêmement important. Et si vous regardez donc le titre du rapport du Haut Conseil pour la santé publique, on a beaucoup insisté là-dessus. En fait, il n'y a pas marqué santé dans toutes les politiques parce que ça a été un vrai sujet de débat au sein du groupe de travail qui était de dire, ben, en fait, dans l'idée de santé dans toutes les politiques, il y a une vision qui est assez hégémonique et qui laisserait penser qu'en fait, la santé le secteur de la santé va faire la leçon à tous les autres secteurs en leur disant, vous avez des effets néfastes sur la santé. Et c'est pour ça qu'on a plutôt insisté sur la notion de qualité de vie, parce que cette idée, c'est de dire que la santé, c'est pas un secteur, c'est une façon d'aborder ces questions-là, et qu'il faut donc essayer de chercher ces situations de co-bénéfice, je vais y revenir, ou de gagnant-gagnant, où en fait les secteurs, en prenant en compte la santé, servent aussi leurs propres objectifs et leurs propres agendas. Voilà pour cette notion de santé dans toutes les politiques. Je pourrais y revenir, si vous le souhaitez, dans les réponses aux questions. Donc, slide suivant, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que j'ai intitulé cette présentation La santé dans toutes les politiques locales? C'est parce qu'en fait, et ça aussi, c'est quelque chose qui a été beaucoup développé par l'Organisation mondiale de la santé et qui remonte même bien avant Helsinki, hein, on peut remonter à la charte d'Ottawa de 1986, c'est que en fait, les collectivités territoriales disposent de beaucoup d'atouts pour mettre en place cette santé dans toutes les politiques. Le premier atout, c'est que les élus locaux, les collectivités locales connaissent souvent très bien, mieux que les échelons plus élevés, leur population. Elles connaissent les populations locales, elles connaissent leur situation et elles sont aussi plus en capacité de dialoguer, de faire participer ces populations locales à leurs décisions et à la mise en œuvre de ces politiques. Et elles ont aussi, souvent, elles s'appuient sur un tissu d'acteurs territoriaux qui sont capables de déployer ces politiques au niveau local de manière bien plus efficace que les acteurs centraux ou les acteurs encore européens qui ont souvent une connaissance et des réseaux beaucoup plus faibles. Deuxième atout des collectivités territoriales sur ces questions-là, c'est que je vous ai présenté les déterminants de la santé. En fait, les collectivités territoriales disposent de nombreux leviers d'action sur ces différents déterminants de la santé. Il est beaucoup question d'offres de soins. En fait, paradoxalement, c'est peut-être le secteur sur lequel les collectivités territoriales ont le plus ont le moins de leviers ou le plus de difficultés à agir. Par contre, il y a tout un autre ensemble d'actions qui sont possibles en matière d'urbanisme, de mobilité, de logement, en matière d'action sociale, en matière d'activité physique, d'alimentation, de sécurité. Et ce sont souvent des politiques qui sont déjà mises en place par des collectivités, mais qui ne sont pas toujours abordées sous cet angle de la santé. Et puis, le dernier atout des collectivités territoriales, Carole Poisson en a parlé, c'est le développement de tout un ensemble de dispositifs d'action, dont j'imagine certains et certaines d'entre vous participent à ces dispositifs, les ateliers santé-ville, les contrats locaux de santé, les conseils locaux de santé mentale. Donc, j'ai mis des liens hypertextes pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers de cette notion. Hein. On pourra partager la présentation après. Et qui sont en fait des dispositifs de coopération et de coordination
qui le plus souvent sont intersectorielles et qui visent précisément à créer une dynamique collective autour de ces politiques locales de santé. Alors, les limites des collectivités locales en France, on les connaît, vous les connaissez aussi bien que moi. La première et la principale, qui aujourd'hui fait l'objet de beaucoup de débats à la fois au niveau national et au niveau local, c'est la question des compétences. Les collectivités locales n'ont pas de compétences propres en santé, enfin, elles en ont très peu. Mais par contre, elles ont un grand nombre de compétences générales, comme on l'a vu, qui influent en fait sur les déterminants de santé. Donc là, il y a un vrai sujet qui est, et je sais que l'association Élus Santé publique et Territoire est au cœur de ces discussions-là, mais il y a un vrai sujet autour du renforcement des compétences des collectivités locales sur ces questions de santé. Compétences qui a pour symétrique, en fait, des missions et donc aussi des enjeux de financement. Parce que le fait de ne pas avoir de compétences en santé, ça fait que ces politiques-là reposent quasi exclusivement sur le volontarisme des collectivités locales et pas sur un certain nombre d'engagements qui pourraient être plus contraignants sur le fait de se préoccuper de ces questions. Bon, ce qui va de pair, c'est le manque de moyens financiers et humains sur ces questions-là. Puis le dernier point, et je vais passer vite parce que mon temps file, c'est aussi un sentiment d'illégitimité ou de manque d'expertise sur les questions de santé publique qu'on retrouve chez de nombreux élus et qui, du coup, les amène à entrer avec relativement, avec des réticences sur ces sujets-là. Alors, je pourrais là aussi revenir là-dessus. Je prends trop de temps. Je vais passer au slide suivant, donc au projet ACT, s'il vous plaît. Donc, la question, c'est pas le pourquoi. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre une prise de conscience de ces enjeux-là. Mais ce sur quoi on s'est beaucoup, enfin, ce à quoi on s'est beaucoup intéressé dans l'évaluation du projet ACT, c'est le comment. Comment est-ce qu'on peut mobiliser les collectivités locales autour de la santé? Donc, Delphine en a parlé, je vais passer assez vite sur le projet ACT 77, qui avait donc plusieurs phases, mais aussi plusieurs volets. Il y avait un volet effectivement de mobilisation qui est celui sur lequel je vais revenir aujourd'hui. Il y avait aussi des enjeux de formation et d'acculturation à la promotion de la santé pour à la fois les élus et les membres des collectivités territoriales. Mais là, je vais me centrer exclusivement sur les enjeux de la mobilisation et les 5 enseignements qu'on a tirés en termes de mobilisation de ce projet. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, le fonctionnement du projet ACT et ce qui était assez innovant dans le fonctionnement de ce projet, c'était l'idée qu'en fait, pour mettre en œuvre une politique locale de santé et pour construire cet accompagnement, il fallait en fait mobiliser à différents échelons. Donc, je vous ai mis ce schéma qui est issu du rapport d'évaluation. Le cœur du projet ACT, c'était donc ce duo accompagnateur qui était, dans la majeure partie des cas, formé d'une personne de promotion santé Île-de-France et d'une personne de pas de côté en santé, qui avait en fait des relais dans la collectivité locale et qui en général avait 3 relais, un trinôme de référents au sein de la collectivité locale, un référent politique qui était chargé de mettre en place ce portage au niveau politique auprès des autres élus, qui était le plus souvent un élu en charge de la santé, des solidarités ou de la cohésion sociale, un référent opérationnel qui avait, un ou une référente opérationnelle qui avait pour mission de développer les actions en lien avec le duo d'accompagnateurs. Et donc, le plus souvent, c'était soit un ou une chargée de mission santé, soit un ou une coordinatrice de CLS, ou un ou une responsable de service. Et entre ces deux fonctions, il y avait le relais stratégique qui visait en fait à faire le lien entre justement la partie élue et la partie opérationnelle. Et c'était le plus souvent un ou une directrice générale des services ou directrice générale adjoint. On peut passer au slide suivant. Donc, les 5 enseignements qu'on a tirés de l'évaluation de ce programme d'accompagnement et qui sont très en ligne avec la littérature et je pense aussi avec votre propre expérience dans vos collectivités. La première des leçons, ou des enseignements, c'est en fait cette nécessité de porter politiquement la santé dans la collectivité territoriale. Et ça passe
principalement par l'engagement des maires ou des mairesses ou des présidents ou présidentes d'intercommunalités, pas simplement au moment de signer le protocole d'accompagnement, mais aussi tout au long de la période. Et porter politiquement, ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'une part se saisir du sujet et en faire une des priorités de la collectivité, mais aussi de soutenir l'élu à la santé ou disons le référent de la collectivité qui souvent occupait des positions dans l'organigramme qui étaient pas tout en haut de l'organigramme politique et qui du coup dans les échanges avec les autres élus avaient parfois du mal à porter ces enjeux de santé vis-à-vis des autres enjeux de la collectivité. Et je ne l'ai pas mis, mais un dernier point, c'était en fait aussi la capacité pour les accompagnateurs et accompagnatrices du projet d'accéder en fait aux conseils municipaux ou aux bureaux des élus, ce qui a été souvent difficile. Et donc c'est pour ça que c'est important que le maire ou le présidente d'intercommunalité porte fortement cette priorité. Slide suivant. Le deuxième enseignement, c'était, et là aussi c'est quelque chose qui est assez général dans la littérature, c'est les effets de silo. La santé dans toutes les politiques suppose une intersectorialité. Et en fait, on a constaté de nombreux effets de silo où chaque secteur était dans son coin. Et pour dépasser ces effets de silo, une des choses qui est apparue comme centrale, c'est cet enjeu de multipositionnement des référents politiques, stratégiques et opérationnels sur plusieurs secteurs. C'est-à-dire qu'ils ne soient pas cantonnés dans le secteur, le plus souvent c'est le secteur des solidarités ou de la santé, mais qu'ils soient en capacité d'échanger, de discuter avec des autres secteurs de la collectivité et ou avec les partenaires de l'environnement de la collectivité. Donc, j'ai mis les ARS, les communautés professionnelles territoriales de santé, mais ça pouvait être aussi les acteurs associatifs, l'éducation nationale, la préfecture. En fait, on a vu que c'était un enjeu absolument majeur que voilà, ces acteurs-là, ces référents, puissent négocier, discuter, échanger, mettre en œuvre avec les différents secteurs. Et donc, évidemment, les dispositifs institutionnels de partenariat, comme les CLS, les ASV ou les CLSM, sont aussi cruciaux, mais là encore, ils supposent qu'ils participent tout un ensemble d'acteurs et pas seulement ceux qui sont étiquetés ou qui revendiquent une approche santé. Slide suivant. Donc, ce qui va de pair avec le point précédent, c'est l'importance du réseau de partenaires. Les partenaires institutionnels, on a vu évidemment la direction départementale de l'ARS, mais aussi les caisses primaires d'assurance maladie, les préfectures, l'éducation nationale. Il y a tout un ensemble d'acteurs qui constituent l'écosystème et là aussi la capacité de la collectivité à nouer des relations avec ces partenaires-là était très importante pour soutenir aussi quand il y avait des doutes, quand il y avait des difficultés pour soutenir la politique mise en place par la collectivité territoriale. Les organisations de santé, donc je vous en ai mis voilà, plein. C'est aussi quelque chose qui est apparu, c'est qu'il y a ces organisations, elles ont souvent elles aussi des projets de santé publique, mais l'articulation se fait pas toujours très bien avec la collectivité locale. Pour différentes raisons, il y a un enjeu parfois de territoire où une CPTS peut être à cheval sur plusieurs communes, ou il peut y avoir plusieurs CPTS qui sont en lien avec la même commune. Mais on a constaté qu'effectivement, le lien avec ces organisations n'était pas toujours évident à mener. Et puis enfin, il y a les acteurs associatifs qui sont traditionnellement en lien avec la commune, mais qui parfois pouvaient avoir l'impression d'être sursollicités sur les mêmes sujets. C'était par exemple typiquement le cas de l'éducation nationale qui est sollicité sur tout un tas de sujets et qui a parfois du mal en fait à s'impliquer sur tous les sujets. Et puis la question de la participation des populations locales est évidemment centrale. Je suis en retard, donc je vais passer au slide suivant. Pour mobiliser, l'un des enjeux, c'est cette notion de co-bénéfice. Je vous ai mis, là, je vous ai mis un tableau qui est en annexe du rapport donc, du Haut Conseil pour la santé publique. L'un des enjeux, c'est que souvent, la santé est vue comme une charge supplémentaire par les autres secteurs, voire comme un adversaire des autres secteurs. Et donc, une des choses qui est essentielle pour
pour mobiliser les autres secteurs au service de la santé, c'est de faire apparaître ces co-bénéfices ou ces interdépendances, et donc d'être capable de montrer qu'en fait, la politique de santé, elle ne va pas se construire contre la politique du secteur. Donc, si on prend l'exemple de l'urbanisme, c'est pas une contrainte supplémentaire dans le cahier des charges de l'urbanisme, mais ça va en fait apporter des effets positifs et pas simplement pour la santé, mais aussi pour le développement économique, pour le tourisme, etc., etc., pour la qualité de vie, pour l'alimentation, voilà. Et le dernier point, parce que j'ai dépassé mon temps, euh, qui est fondamental et qui est très compliqué, c'est l'idée de miser sur la durée. C'est-à-dire, il faut partir de l'existant. On ne construit pas une santé dans toutes les politiques d'emblée. On ne peut pas impliquer tous les secteurs d'emblée. Et souvent, les collectivités locales ont déjà des programmes, ont déjà des actions qui sont mises en place, elles ont déjà des partenariats. Et c'est essentiel de partir d'abord de ces partenariats et de ces actions qui sont menées pour progressivement les élargir, mais pas forcément partir, comme on le voit aussi parfois dans certains contrats locaux de santé qui ont une ambition immense, mais qui en fait peinent à développer l'ensemble des actions parce que il y a trop de choses à faire, trop de partenariats à nouer. Euh, D'où l'idée aussi de construire des coalitions de projets qui soient centrées sur une ou plusieurs actions, mais qui se développent autour de ça et où on essaye de faire en sorte de privilégier la qualité sur la quantité et donc de faire apparaître ces co-bénéfices, cette co-construction. Un autre enjeu, et je terminerai là-dessus, c'est qu'on a vu aussi qu'il y avait un très fort turnover au niveau des coordinateurs, coordinatrices CLS ou EASV. Et en fait, ce turnover, il s'explique aussi par le fait que les priorités des collectivités, elles évoluent dans le temps, que les opportunités qui sont proposées à ces coordinateurs, coordinatrices sont elles aussi évoluent dans le temps. Et donc, miser sur la durée, c'est aussi prendre le temps et consolider ces fonctions référentes, ces fonctions support, qui en fait construisent patiemment des réseaux, mettent en place patiemment des actions et où tout peut être basculé parce que à un moment donné, la priorité politique ou des enjeux financiers en fait fragilisent ces positions-là. Et quand ils partent, c'est pas seulement une perte de compétences, c'est souvent une perte de réseau et une perte d'action qu'il est difficile de reconstruire. Voilà, dernier slide pour conclure et pour vous remercier pour votre attention. J'ai été trop long, mais j'espère que ça vous a intéressé et je serai bien sûr prêt à répondre à toutes vos questions. Un grand merci Étienne pour ta présentation et puis bien sûr aussi pour le travail effectué pendant tous ces derniers mois sur cette évaluation. Donc merci beaucoup. Donc je vous propose, comme on vient de se le dire un petit peu avant, de poser vos questions dans le QR. Pour l'instant, je n'en vois pas. Donc n'hésitez pas si vous voulez poser vos questions directement à Étienne Nouguez. Alors, donc il y a une personne qui nous pose une question, plutôt d'ordre, savoir, je pense, s'il y aura un replay après, donc ce webinaire et bien sûr, oui, il y aura un replay qui sera disponible. Alors peut-être pas tout de suite après, le temps qu'on puisse faire tous les ajustements techniques et la mise en ligne, mais oui, il y aura, un replay de ce webinaire. Eh bien, et puis on remercie aussi tous nos intervenants et merci à Carole d'avoir aussi géré les petits problèmes techniques parce qu'en coulisses, voilà, pendant l'intervention d'Étienne, on réglait un petit peu les dernières choses. Donc merci vraiment à chacun d'entre vous et notamment donc à nos intervenants et puis aussi à Carole, voilà, d'avoir pu aussi régler tout ça en même temps. Et du coup, je ne vois pas de questions, mais je vois Véronique qui souhaitait prendre la parole, peut-être, non? C'était une main levée. Merci beaucoup. Alors, désolée, peut-être que je vais poser une question alors que j'ai raté quand même une partie, Étienne, de l'intervention. Vous qui observez les collectivités locales depuis un certain nombre d'années,
Quand vous évaluez Acte 77, que vous repositionnez à la fois les freins, les leviers et que vous formulez des recommandations, est-ce que vous voyez une évolution de la prise en compte de la santé dans toutes les politiques depuis quelques années? Euh, alors, il y a plusieurs choses. Il y a des programmes qu'on peut faire remonter au milieu des années 2010, par exemple, beaucoup autour des questions d'alimentation, d'activité physique, qui ont souvent servi de point de départ à un certain nombre de collectivités pour se lancer sur ces questions-là. Évidemment que la création des ARS en 2009 et la mise en place des contrats locaux de santé a pu constituer aussi un vecteur. Et puis, il y a le Covid qui a été à la fois une prise de conscience de la part des collectivités que, en fait, sans le savoir, elles s'engageaient sur un certain nombre d'actions qui avaient des effets sur la santé. Ça a aussi fait apparaître peut-être chez certaines collectivités en fait un sentiment pas de dénuement, mais d'être impuissante face à ces questions-là. Et enfin, je pense que Carole Poisson pourrait le dire mieux que moi, mais il y a eu une augmentation aussi des demandes de mise en œuvre de contrats locaux de santé. Le réseau des villes de santé de Seine-et-Marne s'est aussi construit à la suite du Covid. Euh, Ce que je peux dire, c'est que, et je reviens sur cette question de durée, euh, on a des effets vraiment liés à la durée de l'engagement d'une collectivité dans le temps. Et ça s'est vu aussi pendant le Covid, où en fait, des collectivités qui avaient déjà mis en place ce que moi j'appelle ces infrastructures de santé publique, c'est-à-dire un certain nombre de dispositifs, d'acteurs qui étaient mobilisés sur sur tout un tas d'autres questions ont pu en fait se mettre en place pendant le Covid et s'adapter aux enjeux soulevés par le Covid, là où en fait des collectivités qui n'avaient pas du tout développé ces programmes-là ont été très passives et ont eu beaucoup de mal en fait à se saisir de ces enjeux. Donc c'est aussi une des forces de cette idée de politique locale de santé, c'est qu'en fait, comme en gros, les déterminants de la santé, je pense que maintenant tout le monde l'a bien compris, c'est à peu près tout et que ça touche à tout. En fait, il y a une capacité de conversion des programmes et des acteurs sur des nouvelles missions, des nouvelles domaines pour développer ces politiques de santé. Il y a enfin, la conversion est entre guillemets assez facile. Mais c'est clair que on a vu une évolution depuis en gros 20 ans. Une évolution qui est que les collectivités qui étaient engagées très tôt, souvent, en fait, ont capitalisé. Et on voit de plus en plus de collectivités qui sont intéressées. Simplement, euh, un des sujets majeurs, c'est la question de l'offre de soins. Dans les retours qu'on a eus sur le rapport, on nous a reproché un peu d'opposer l'offre de soins à la santé publique. En fait, c'est pas du tout ça. C'est pas nous qui faisons cette opposition-là. Mais c'est vrai que l'attention des élus est embolisée par cette question de l'offre de soins. Et encore une fois, c'est pas, je le comprends, c'est pas pour le dénoncer, c'est effectivement quelque chose de très important. Et on a pu avoir ces retours-là dans les collectivités de gens qui nous disent, mais la prévention, tout ça, c'est bien joli, mais nous, il nous faut des médecins. Et c'est vrai que ça rend très compliqué le sujet parce que en réalité, les collectivités disent, et c'est aussi le cas des habitants, je veux dire, qui disent, bah, c'est très joli tout ce que vous faites en promotion de la santé, etc., mais il nous faut un médecin. Et ça, en fait, c'est une véritable épine dans le pied dans le développement de cette santé dans toutes les politiques, qui est très franco-française, mais qui en gros, on se concentre sur le soin, les médecins, le curatif. Et donc, il y a encore un vrai travail à faire auprès de nombreux élus locaux, de collectivités locales, pour leur dire que c'est important le soin, mais c'est pas du tout le seul levier. Et que par ailleurs, en fait, ils ont plus de capacité à développer des choses sur ce volet-là enfin, sur le volet prévention, promotion de la santé, que sur le volet offre de soins, où effectivement, la situation étant ce qu'elle est, c'est beaucoup plus difficile d'agir.
Euh, voilà, j'espère que ça répond à votre question. C'était un peu long là encore. Non, mais, merci Étienne. Alors, je suis désolée parce qu'on a vraiment, faut qu'on respecte aussi notre timing. Bien sûr. Donc, merci pour les réponses. Alors, juste, on ne pourra pas donner d'autres de questions, mais on a effectivement une question entre-temps. Alors, les supports vous seront bien envoyés comme il y aura un replay, vous aurez bien les supports après le webinaire qui vous seront envoyés avec un petit questionnaire de satisfaction également. Et puis, il y a une question quand même, Étienne, que je te relais du chat, hein, qui est quelle est la place des structures privées dans ces parcours santé à co-construire? Je sais pas ce qu'on entend par structure privée. Euh, je trouve que c'est une des forces. Nous, on l'avait vu, alors il y a très longtemps, j'avais travaillé sur un programme de prévention de l'obésité des enfants. Et ce qu'on avait constaté, c'est aussi que il y a beaucoup moins je sais pas s'il faut dire de scrupules ou de barrières pour les collectivités locales à embarquer des acteurs privés dans ces politiques-là. Souvent, c'est des acteurs qui font partie du paysage et qui sont pris en compte par les collectivités locales. Et évidemment que les acteurs privés sont des acteurs à prendre en compte et à intégrer et à associer au dessin, mais aussi à la mise en œuvre de ces politiques locales de santé. Euh, Parce que, comme tous les acteurs, c'est le principe de la santé dans toutes les politiques, ils font à la fois partie du problème et de la solution. Donc, c'est des acteurs, en plus, voilà, il y a tous les enjeux de développement économique qui sont au cœur de nombreuses collectivités locales. Donc, c'est pas forcément des acteurs qui sont inconnus des collectivités locales. C'est des acteurs qui sont connus et qui sont mobilisables. Merci Étienne. Alors du coup, on va pas pouvoir relayer plus de questions. Par contre, s'il y en a entre-temps, on pourra toujours les transmettre à nos intervenants et répondre peut-être aux personnes. Désolée parce qu'on est contraint par le temps. Donc merci beaucoup Étienne encore pour cette intervention et pour tous ces apports. Et du coup, je vais me tourner vers nos deux élus qui ont eu vraiment la gentillesse et puis en même temps, voilà, de pouvoir participer à ce webinaire et de nous faire part aussi de leur expérience. Donc tout d'abord, Véronique Garnier, qui est adjointe une seule santé à la ville de Croissy-sur-Seine, dans les Yvelines, et qui est aussi référente de la commission santé à l'association des maires d'Île-de-France, donc l'ANIF, et puis vice-présidente de l'association Élus Santé Publique et Territoire, le SPT. Donc merci beaucoup Véronique. Et puis nous avons aussi Yves Charpac, qui est conseiller municipal à Larchant, donc une commune de la Seine-et-Marne, donc qui a aussi contribué à ce projet Axe 77 en étant membre du comité de suivi, mais qui est aussi chercheur en santé publique et membre du bureau de l'association Élus Santé Publique et Territoire et fondateur de la fondation Charpak, l'Esprit des Sciences. Voilà. Donc, on vous remercie tous les deux d'être présents. Je vais d'abord laisser la parole à Véronique, qui, je pense, va nous faire part voilà, d'éléments sur la mobilisation des élus, mais en représentant effectivement aussi l'Association des maires d'Île-de-France et des élus sur cette question. Puis après, Yves Charpak, qui va nous faire part peut-être de son expérience aussi au niveau peut-être européen, en même temps en le mettant en parallèle avec son expérience au niveau local en Seine-et-Marne. Donc merci Véronique. Merci beaucoup. Merci à Promo Santé Île-de-France. Merci à l'ARS et Carole qui a dû en même temps essayer de trouver une boîte à outils pour me permettre de rentrer dans la visio. Donc j'ai raté, et Étienne, désolé, mais j'écouterai le replay puisque j'ai raté quand même une petite partie enfin une petite partie, une certaine partie de l'évaluation de l'initiative Acte 77. Donc avec Yves, en effet, c'est donc porter un regard croisé. Probablement, il y aura, Étienne a fait quand même une analyse extrêmement compréhensible de ces sujets. Donc, c'est comme si Étienne avait eu une vie en collectivité locale.
Donc, vous êtes un auditoire qui est pluriel, donc avec des élus, des agents, des chercheurs. Donc, nous, on va apporter la parole des élus, mais vous savez que sans nos agents territoriaux, nous ne sommes pas grand-chose. Sans nos coordonnées de CLS, pour ceux qui ont des CLS, nous ne savons pas ou ne pouvons pas, en tous les cas, avoir cette dynamique que portent nos agents et puis la connaissance aussi qu'ils ont sur ces sujets, ce qui peut aussi permettre à des élus de rentrer grâce à ce que les agents locaux, en tous les cas, peuvent proposer et faire adhérer progressivement aussi les élus à rentrer sur la santé dans toutes les politiques. Alors, donc, dire, bon, ils sont un peu cumulards, ces deux-là, d'être dans plusieurs associations. Mais finalement, le gros avantage, c'est aussi que on s'enrichit toujours plus avec des élus, des collectivités représentées par leurs agents territoriaux, les associations, bien sûr, hein, j'ai oublié de citer les associations qui sont aussi très déterminantes. Et donc, je ne pourrais que renforcer aussi ce qu'Étienne a évoqué dans cette coalition partenariale qui est quand même le garant ou la garantie de mener nos politiques publiques avec les meilleurs aspects pour on soit dans la réussite. Alors, les associations, donc élus santé publique et territoire, on n'a pas beaucoup de temps, donc je ne vais surtout pas vous prendre du temps supplémentaire pour le présenter. Donc, une association d'élus à la santé qui a vraiment est née avec les ateliers santé-ville. Donc, il y avait une démarche très focalisée sur la réduction des inégalités de santé. Et puis, la MIF, une association, donc la seule association régionale d'élus généralistes. Donc, les deux permettent, en tous les cas, de pouvoir multiplier les initiatives des collectivités et de pouvoir répondre à leurs questions. Donc, juste revenir, et comme le précisait Étienne, quand on parle de santé, on mélange l'accès aux soins et que ce thème de l'accès aux soins, en tous les cas, a été extrêmement pesant pendant cette dernière campagne au salon de l'Association des maires d'Île-de-France la semaine dernière, donc dans à l'ouverture, hein, la conférence inaugurale avec ministre Françoise Gatel, etc. Donc il y avait Odoxa qui a présenté donc un sondage qui a été fait donc à 1 an des élections, qui en plus a été fait avec donc tous les départements franciliens étaient représentés et en plus il y a eu des interviews de personnes, donc à peu près entre 100 et 160 dans chacun des départements et qui montrent, mais alors vraiment sur les 4 sujets prioritaires, la santé. Donc, c'était marqué comme ça, hein. Encore une fois, avec la confusion ou le fait que dès qu'on ouvre le sujet santé, l'accès aux soins, en tous les cas, est revenu de façon très lourde et très impactante dans les préoccupations. Et on l'a vécu, nous, en faisant toutes nos actions de terrain dans le cadre des campagnes municipales. La santé, c'était là, dans l'enquête Odoxa, la dernière enquête, c'est 71% des franciliens l'action prioritaire qui consiste pour eux à faciliter l'installation de nouveaux médecins afin de lutter contre ce terme contre lequel l'ARS se bat au quotidien, Carole, qui est de lutter contre les déserts médicaux, mais c'est tellement ancré dans le langage que c'est difficile de revenir à parler de sous-densité et de dire néanmoins que l'Île-de-France, contrairement à d'autres territoires, avec notamment l'accès aux centres hospitaliers, aux urgences, enfin avec quand même
un paysage hospitalier important n'est pas aussi désertique, entre guillemets, mais c'est néanmoins la perception, le besoin, la comparaison avec une période qui était beaucoup plus faste, en tous les cas, que ressentent nos concitoyens. Donc, garantir un accès aux soins de proximité est quelque chose qui est revenu de façon très majeure. Mais également, et c'est aussi ce que j'essaierai de démontrer, mais également, on est rattrapé et on en est heureux par la façon dont la santé-environnement est prise en compte, qu'elle s'appelle vraiment santé-environnement dans les demandes de nos concitoyens ou qu'elle traduise l'amélioration de la qualité de vie, la diminution des risques, la lutte contre les pollutions, etc., monte énormément dans les sujets et vous verrez que on a eu un webinaire au sein de SPT où finalement on avait des collectivités locales qui mettaient la santé-environnement dans toutes les politiques et qui réintégraient l'accès aux soins dans la santé-environnement dans toutes les politiques. Alors, juste, quand on dit la santé dans toutes les politiques, c'est une approche donc transversale des politiques publiques qui promeut donc, en fait, c'est promouvoir la prise en compte des enjeux sanitaires dans la prise de décision publique, ou bien, c'est pas très différent, mais un petit peu, ou qui tient systématiquement compte des conséquences sanitaires des décisions afin d'améliorer la santé de la population. Donc, quand on a des maires qui nous disent, ou des élus santé, ou des élus en tous les cas intéressés par les sujets santé à travers leurs délégations, mais surtout les maires nous disent, mais la santé, c'est pas ma compétence. Ah oui. Alors on va retourner un peu les choses. Est-ce que ça s'oppose à dire la santé, c'est pas une compétence qui s'impose aux collectivités locales? Et est-ce que si on pense aux conséquences sanitaires avant de mettre en place des actions publiques, est-ce que on a besoin d'avoir une compétence qui reconnaît ce lien que l'on doit faire? Eh bien non, eh bien non. Aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui d'ailleurs, et c'est pour ça que la santé-environnement, elle s'impose de plus en plus à nous, en tous les cas, enfin aux collectivités locales, pour tenir compte de penser, de changer son logiciel. Donc, bien sûr, on sera plus pertinent en ayant des moyens, des ressources. On pourra mettre des actions dont on évaluera la pertinence, l'intérêt pour la population. Mais déjà se dire comment arriver à convaincre pour changer sa façon, son logiciel de maire d'une commune, quelle que soit la taille des communes. Donc, et c'est aussi aborder un sujet qui est déciloter les approches sectorielles. Fonctionnement des collectivités locales, notamment, c'est vraiment être chacun dans son couloir de nage. Chacun est dans son couloir de nage. Et la santé dans toutes les politiques, c'est justement de déciloter. Et quand on a commencé à amorcer cette approche transversale, pour ceux qui m'ont déjà écouté, c'est quand même quelque chose que j'aime dire et que je n'hésite pas à répéter. Vous considérez que vous avez gagné quand tous les autres élus parlent de santé sans vous. Et là, vous vous dites que vous avez gagné la santé dans toutes les politiques. Donc, et puis, on a des concepts qui montent quand on parle d'environnement favorable. Alors maintenant, on parle aux santé. En plus, nous, on pousse l'approche aussi une seule santé, qui n'est pas l'approche dans toutes les politiques. On y met aussi des différences, même si c'est complémentaire. Donc, même s'il n'y a pas de cadre juridique, même si en tous les cas, on voit bien que les choses, la santé dans toutes les politiques, avec cette approche transversale, et je vois là, moi, je vois l'évolution dans ma commune, et aujourd'hui, très naturellement, on est dans une feuille de route où on mutualise les projets.
Et ça, on a une approche transversale, intersectorielle. Alors, ça prend plus de temps, mais en tous les cas, elle s'impose de façon de plus en plus naturelle. Donc, quand on parle aussi, comme l'évoquait très bien Étienne, alors je crois que j'ai déjà plus de temps. Oui, bon, alors j'ai déjà plus de temps, mais 3 minutes, Delphine? 3 minutes. Bon, Yves, je m'excuse auprès de toi. Donc, on va pas revenir sur la proximité qu'on a auprès de notre population et combien quand même la pandémie a été un révélateur, un accélérateur, un booster, a contribué donc à cette prise de conscience et on a vu quand même les délégations santé se multiplier avec, et je fais juste une petite digression pour cette nouvelle mandature, également le bien-être animal. Donc, on est vraiment sur ces approches protection de l'environnement. On est quand même, l'approche Une seule santé est en train aussi de pousser aujourd'hui. Et quand on parle donc de ces co-bénéfices ou de ces multi-bénéfices, et notamment à travers donc la santé-environnement, qui est plus considérée comme un sujet sectoriel. Et quand une collectivité va végétaliser ses espaces publics, ben, elle agit bien sûr à la fois pour l'adaptation au changement climatique, pour favoriser la biodiversité. On va mettre en plus, ça va favoriser le lien social, améliorer la santé mentale. Quand on décide de créer davantage, de mettre aussi, de végétaliser nos cours d'école, nos cours oasis, on désimperméabilise les sols, on fait des noues, donc on n'est pas que dans la transition écologique, hein, on va améliorer le confort des enfants, on va lutter encore une fois contre ces îlots, ces vagues de chaleur, et puis on va améliorer notre bâti et le rendre plus résilient face au changement climatique. Lorsqu'on développe les mobilités actives, avec des pistes cyclables, on va faire des chemins, des cheminements piétons accessibles. Ben, on agit sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, sur la qualité de l'air, la réduction du bruit, l'activité physique quotidienne, la prévention des maladies chroniques. Et ça, eh ben, on peut y rentrer ben, par les sujets qui vont mobiliser, qui vont répondre aux besoins des territoires. Je pense que Étienne a dû redire combien c'était important de partir des besoins, d'avoir de la méthode. Alors nous, les associations, parce que c'était quand même ça aussi qui est important, ben, on va être des facilitateurs. On va permettre alors on est dans des associations d'élus, mais bienvenue bien sûr à tous les agents territoriaux qui participent à nos actions, et de se dire, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire concrètement? On va donner et accéder, permettre à nos élus d'accéder à un réseau d'acteurs. Encore une fois, dans cette démarche de coalition partenariale, on va accentuer euh, la manière aussi d'avoir de la méthode, de se dire, vous savez, quand on parle de santé-environnement, on est tellement sur des compétences en termes d'aménagement du territoire que on répond à plein de questions aussi à la fois. Et ces associations d'élus, elles permettent vraiment à ceux qui n'osaient pas bah, de rendre, de pouvoir accéder à d'autres élus qui, eux, ont avancé. Et ce cheminement, il prend un certain temps. Et comme l'a dit très bien Delphine, et comme l'a dit très bien Étienne également, la temporalité dans les collectivités locales, elle est très différente d'une collectivité à une autre. Bien sûr, il y a des élections, il y a un programme qui démarre, ce qui explique également que la recherche de subventions, parce qu'on a besoin aussi d'aller chercher des subventions, même si, comme j'essaie de le dire, c'est d'abord de changer son logiciel. Ce qui fait aussi que répondre à des appels à projets, c'est pas forcément le plus adapté aux collectivités locales. D'abord parce que ça prend beaucoup de temps. Quand on est une petite collectivité locale, répondre à ces appels à projets qui deviennent vraiment des dossiers de subvention extrêmement complexes, c'est aussi de se dire qu'il y a des acteurs. L'ARS joue ce rôle, Promotion Santé à travers cette offre de services a joué ce rôle, c'est de se dire quels sont
vos besoins, on part de vos besoins et on vous aide à trouver des solutions, on vous aide à trouver pour que accéder à l'ingénierie, accéder à l'expertise publique. Donc la question aujourd'hui n'est plus avons-nous une politique de santé? En tous les cas, j'espère de plus en plus que avec cette façon tam-tam comment fonctionnent les collectivités, les associations, pardon, les associations d'élus auprès des collectivités. C'est nos politiques d'urbanisme, de mobilité, d'environnement, de logement, d'éducation, d'alimentation. Est-ce qu'elles contribuent à améliorer durablement le bien-être et la santé de nos populations? La santé, c'est un bien commun et les collectivités, elles ont plus que jamais le pouvoir d'agir concrètement sur le quotidien et l'avenir de leurs habitants. Et on voit bien aujourd'hui avec l'impact du changement climatique qu'on va avoir et qu'on va faire face à des événements qui seront tout à fait uniques pour lesquels on n'aura jamais été confronté et d'avoir des collectivités qui sont mobilisées sur tout leur plus possible sur toute leur politique nous met en tous les cas dans la meilleure situation pour répondre à ces enjeux qui sont devant nous aujourd'hui et déjà au-dessus de nos têtes. Et donc, on est en tous les cas convaincus que on voit bien nous aussi au sein de nos associations combien le sujet a progressé, combien les collectivités y rentrent de multiples façons, avec un besoin de mûrir progressivement cette façon de faire rentrer la santé dans toutes les politiques. Mais en tous les cas, elles y sont sensibilisées et sont prêtes à se mobiliser grâce, encore une fois, coalition d'acteurs, coalition de partenaires, coalition de projets. Désolée, j'ai vraiment dépassé. Un grand merci Véronique parce que votre témoignage il est vraiment extrêmement important et je pense que il sera entendu aussi par les élus mais aussi par toute cette coalition d'acteurs puisque effectivement vous le rappelez ça c'est extrêmement important, c'est absolument indispensable donc c'est très précieux et puis on entend bien aussi que de pouvoir aussi d'autres élus peuvent ensemble justement vous être dans une voilà, se tourner vers vous et vers des associations comme les vôtres, justement, la MIF et le SPT, pour justement permettre à cette santé dans toutes les politiques aussi de donner envie et de faire un effet un peu boule de neige, on va dire. Donc, c'est important aussi. Et vous dites aussi que c'est en progression, donc c'est aussi important de le souligner. Donc, merci Véronique. Et puis, Yves, du coup, on va vous laisser la parole. Alors, donc, l'objectif, c'est effectivement de laisser un temps de questions-réponses pour Véronique et Yves. Et on aura quand même une présentation aussi du module 3 de notre e-parcours, donc qui est un outil extrêmement concret pour mettre en place de la santé dans toutes les politiques. Mais Yves, je te laisse la parole, du coup. Merci. Je vais essayer d'aller vite. Je vais commencer par une boutade puisqu'on a évoqué mon passé international. C'est vrai que j'ai travaillé à l'OMS pendant longtemps. J'étais, on va dire, un expert de la connaissance scientifique sur les crises sanitaires, sur l'organisation, le benchmark des systèmes de santé internationaux, eh bien, je suis élu local et je vais aller très vite sur la partie internationale. Je vais dire que j'étais élu local en 2020, au début de la crise Covid, dans une ville de 750 habitants, et qu'il m'a fallu un mandat pour convaincre mes collègues élus qu'une délégation santé pouvait avoir un sens. Et ce que je veux dire par là, c'est que mon expertise en arrivant dans le conseil municipal de ma ville, une expertise internationale sur les crises sanitaires, n'a servi à rien. Et je dis vraiment à rien. Je n'ai rien fait ni pu faire de l'endroit où j'étais. Et ce n'est pas la faute de mes collègues élus, il m'a fallu un mandat entier pour comprendre l'écosystème de fonctionnement des collectivités territoriales. Et c'est très long, c'est compliqué, c'est secret un peu, même beaucoup, souvent. Il faut du temps. Donc, je veux dire que il n'y avait pas un manque d'expertise localement, parce que je prétends que je l'avais sur ce sujet-là, mais en tout cas, elle n'a servi à rien. Donc, aujourd'hui, j'ai une délégation santé. Ça, j'ai fini par convaincre. Ma commune a adhéré à Élus Santé Publique et Territoire.
Et puis, comme la communauté de communes de la ville voisine a aussi pour la première fois établi une commission santé, on voit bien qu'il y a des choses qui prennent forme et qui changent. Mais ça prend du temps. Alors, je suis aussi membre du comité de pilotage du réseau des villes santé du 77, qui est un peu informel par certains côtés, parce que c'est une base de volontariat des villes, pilotée par la délégation départementale de l'ARS, 77. Et il s'agit de partager, en fait, c'est un vrai partage d'expérience et montrer que de multiples projets d'introduction de la santé dans des politiques territoriales se développent, mais de façon très très variée dans chaque collectivité. Et mon passé m'a valu d'être invité au comité de suivi du projet ACT. J'y ai surtout joué un rôle d'observateur, de témoin, un peu de lien entre le monde de la promotion de la santé publique et celui des élus des territoires. Et je vais citer à ce titre une autre casquette que j'ai, qui est de copiloter un groupe de travail de la Société française de santé publique, qui vise à réfléchir à quelle expertise du monde de la santé publique peut contribuer à la gouvernance territoriale pour la santé. Justement, fin 2025, une session partenariale a été organisée avec des villes et collectivités qui sont venues raconter des aspects pratiques de leur mise en œuvre de la santé dans toutes les politiques au congrès annuel de la Société française santé publique. Ce n'est pas le 77, c'était plus large. Et cette session, elle avait pour objectif, en fait, d'interpeller la communauté de santé publique, les chercheurs, les universitaires, les gens qui font de la promotion, sur la manière d'aider au mieux les décideurs des territoires, en particulier les élus locaux, à protéger, favoriser et communiquer sur la santé. Alors, il s'agissait de collecter des expériences pratiques au regard des concepts théoriques pour illustrer comment la santé est intégrée aux politiques locales, qu'il s'agisse de l'amener là où elle n'est pas invitée ou de rapprocher les autres politiques des enjeux de santé des citoyens. C'est deux choses qui vont ensemble, mais qui ne sont pas tout à fait la même chose. Qu'est-ce qu'on pourrait en tirer comme enseignement de cette session? C'est que les élus locaux de collectivités territoriales qui sont venus parler, ils parlent du besoin d'organiser une gouvernance locale plus intersectorielle et un cofinancement durable, local, qui permettent d'inclure la santé. Ne pas hésiter à tordre le cou parfois au concept théorique de la promotion de la santé pour une meilleure compréhension des enjeux partout, par tous. Par exemple, l'entrée par le bien-être, la qualité de vie, les conditions de vie. Je dis ça parce que je vis ça personnellement, même familialement. Quand je parle des concepts de la santé publique, on me dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Eh bien, mes collègues du conseil municipal, ils me disent la même chose. Il faut arriver à leur faire comprendre ce que ça veut dire de la santé, comment cette santé publique a un sens par rapport à la santé qu'eux ont en tête. Ne pas hésiter à parler de co-bénéfices, ça a été dit, et il faut insister sur ce sujet-là, en passant de la santé dans toutes les politiques à la santé avec les autres politiques. Et ça demande d'identifier des intérêts et objectifs communs qui sont parfois complexes, parfois non, les inégalités de chance santé, le changement climatique, l'environnement, travailler la main dans la main. Et donc c'est un peu la même chose que ce qu'on trouve dans nos réflexions jusqu'à maintenant. Je répète un peu des choses qui ont été dites. Et les intervenants qui étaient issus de villes, il y avait une ville du 77, mais les autres étaient dans toute la France, ils parlent de tous les points concrets sur des sujets aussi variés qui leur ont permis d'entrer dans la santé que l'urbanisme, le sport, l'environnement, l'alimentation, en lien avec des déterminants de santé. Mais chacun, j'ai envie de dire que la différence presque avec le projet ACT, même si le projet ACT était vert, c'est que chacun développe des sujets très spécifiques à leur contexte de mise en œuvre. Et qu'il y en a même qui ont appelé ça l'ADN de leur ville. C'est-à-dire de dire, il faut qu'on... Alors c'est une extension biologique très osée de dire ça, mais ça dit que pour pouvoir entrer dans la santé, il faut s'adapter à une vision de la culture dominante du territoire, de son identité. Elle est peut-être théorique, elle est peut-être très, très fantasmée même,
mais c'est important sûrement en termes de timing des enjeux de la gouvernance locale. Et les acteurs étaient très appuyaient beaucoup là-dessus en disant si on n'entre pas par des choses qui intéressent la collectivité locale à un moment donné, eh bien on a du mal à trouver des points communs pour avancer. Alors, ce serait, et je vais finir même par ça, je vais dire que c'est une recommandation, je ferai une recommandation pour la suite des projets actes, qui est de dire quelle marge de manœuvre laisser aux élus et décideurs des collectivités qui seraient invités à participer, pour à la fois en être avec enthousiasme, mais un peu à la carte, c'est-à-dire en acceptant pour les promoteurs du projet qu'il y ait une cohérence d'ensemble, mais une très grande souplesse de choix de points d'entrée thématiques dans la santé. Voilà, je m'arrêterai là. J'espère que je n'ai pas été trop flou et incohérent par rapport au passé, à ce qui a été dit avant. Ben, merci beaucoup, Yves, parce que du coup, ça permet de rattraper le timing parfaitement, mais aussi pour ce témoignage et cette expérience à la fois au niveau européen, ce congrès à Lille de la Société française de santé publique, à laquelle tu avais animé cette session avec effectivement beaucoup d'interventions intéressantes, et puis effectivement aussi l'implication en Seine-et-Marne et dans ce réseau des villes santé de la Seine-et-Marne qui est vraiment intéressant aussi, comme on a pu le voir, et qui a permis aussi de fonder ce projet Acte 77. Effectivement, sur le projet, là, ce que tu disais sur le projet Acte 77, c'est vrai que, juste pour rappel, par rapport aux équipes projets qui ont travaillé donc à Promotion Santé Île-de-France et Pas de côté en santé, il y a eu un travail de préfiguration et qui a permis de déterminer vraiment, j'ai envie de dire, quand même pour chaque collectivité, des thématiques ou en tout cas des sujets spécifiques qui venaient vraiment on va dire, un diagnostic précis sur les collectivités. Et ensuite, effectivement, il y a eu des éléments communs forcément, mais en termes de méthodologie, d'ingénierie, dans cet accompagnement. Mais sinon, en termes de thématiques, il y a eu des thématiques très variées. Donc, effectivement, c'est important pour que les élus puissent porter politiquement ce type de projet. Là, vous l'avez bien rappelé tous les deux, Véronique et Yves, c'est extrêmement important. Étienne l'a bien souligné aussi, dans les enseignements de l'évaluation, ce portage politique il est essentiel. Et comme le disait Véronique, un changement de logiciel aussi nécessaire pour pouvoir porter ce type de projet et cette volonté dans une collectivité, bien sûr, l'ingénierie derrière et vraiment l'ensemble de cette coalition d'acteurs sur les territoires dont parlait Véronique et qui s'inscrit aussi dans le projet régional de santé extrêmement importante. Donc, merci à vous d'avoir rappelé un certain nombre d'éléments. Donc, je propose aux participants de pouvoir poser leurs questions dans le chat. Et je réponds à une des questions qui avait été posée précédemment, Étienne, mais je pense que je peux y répondre directement. Et évidemment, c'est la place et le potentiel du numérique dans le projet ACT, en fait, sur la dynamique territoriale. Donc, juste pour le projet ACT, on n'a pas été sur ce versant-là, en fait, puisque ça ne s'est pas posé justement dans la préfiguration et aussi dans les moyens que nous, on pouvait mettre en place dans l'accompagnement. Je ne sais pas si, Étienne, tu veux parler du potentiel du numérique plus globalement, pas forcément que sur ACT. Et bien sûr, si Véronique et Yves veulent en parler. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, on peut prendre 5 minutes pour après laisser aussi la parole à ma collègue Vanessa Galici pour la présentation du module 3 du e-parcours. Oui, je peux répondre très rapidement sur la place du numérique en disant je parle sous le contrôle de Véronique et Yves, mais en disant que l'une des tendances fortes des actions en santé, des actions locales en santé, c'est l'idée d'aller à la rencontre des publics, parce que c'était l'autre volet de la santé dans toutes les politiques, c'est lutter aussi pour l'équité en santé, les inégalités sociales en santé, et on sait que en santé publique, c'est quelque chose de maintenant très documenté, mais que l'accès des populations aux outils numériques et de manière générale à tous les enjeux de prévention, c'est là que se jouent beaucoup les inégalités.
Donc, il y a évidemment une place pour le numérique en santé, mais disons que dans l'optique de lutter contre les inégalités sociales de santé, je ne pense pas, mais c'est un avis personnel, que le numérique soit la clé. On l'a vu par exemple sur le Covid en Seine-Saint-Denis, où les inscriptions pour la vaccination ont beaucoup souffert de l'usage de plateformes et où il a fallu trouver, enfin, revenir sans dire de revenir au bon vieux crayon papier, mais revenir à du contact direct avec les populations les plus éloignées justement de tous ces dispositifs, à commencer par le numérique. Mais c'est bon, c'est pas un avis, comment dire, ça s'appuie pas sur le projet Act, parce que comme l'a très bien dit Delphine, ça n'était pas du tout au cœur. Mais disons que, à mon sens, on n'en a pas beaucoup croisé non plus. Je pense que les politiques locales de santé n'en sont pas à un stade où le numérique serait un outil. Mais peut-être Véronique et Yves ont un autre. Yves, non? Oui, on partage. Enfin, je vais laisser Yves répondre. Je partage totalement, même si aujourd'hui, tout ce qui peut être un facilitateur, en tous les cas, pour l'élaboration de politique de notre côté à nous est important, en tous les cas, à intégrer. Je pense on a aussi un enjeu intelligence artificielle hein, dans nos communes. Comment rendre ça utile, en tous les cas, dans nos politiques publiques de santé? Pas tout à fait pour répondre à la question, mais en tous les cas, ça va être à considérer. Oui, moi je serais beaucoup plus incisif là-dessus. Je pense que ça va bouleverser pas mal de choses dans le fonctionnement de nos systèmes, de nos institutions. On a aujourd'hui de la e-administration qui ne marche pas très bien, mais qui va forcément bouger. On a déjà dans des endroits qui sont, moi je suis dans une commune qui est un désert médical par certains côtés, les gens sont à 100%, et là je parle d'accès aux soins, les outils d'accès et d'identification de l'accès aux soins dans le territoire, ils sont de plus en plus numériques et de plus en plus partagés. Donc, faut pas imaginer. Et c'est vrai sur l'information en général, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les sources d'information sont numériques. Il y a une filière de santé numérique qui est créée dernièrement avec des gens qui sont à la fois des acteurs publics, privés, etc. Et on sent bien que on ne pourra pas faire abstraction de ce qui est en train de se passer de ce côté-là. Je ne crois pas qu'on puisse. On n'est pas du tout dans la même situation qu'il y a même 5 ans, pas la même temps, et donc ça change très très vite. Ça change pour certaines populations, mais ça change pour des populations qu'on n'imagine pas changer aussi. Moi, je serais beaucoup plus attentif à dire attention à laisser marge de manœuvre de ce côté-là pour voir arriver les évolutions importantes. Et je ne vais pas dire qu'ils vont nous tomber dessus parce que moi, je suis plutôt positif. Merci à chacun pour les réponses là-dessus. Voilà, chacun a une représentation des positions. C'est intéressant en tout cas de pouvoir les poser, même si c'est un sujet, je pense, qui mériterait peut-être un autre, voilà, d'autres apports, d'autres, voilà, pour discuter de ces questions. Donc c'est très intéressant et c'est vrai que c'est un sujet, hein, notamment de l'intelligence artificielle et toute cette question du numérique. On avait abordé la littératie en santé, la littératie en santé numérique. Je pense que c'est important aussi dans notre précédent webinaire en février dernier. Et je pense que c'est aussi important pour concernant les inégalités de santé, d'accès aussi au numérique. Je pense que c'est des questions importantes, mais on ne va pas les développer là.
mais je pense qu'on pourrait y revenir aussi. Mais du coup, je vais laisser la parole à ma collègue Vanessa Galici, donc, qui est responsable de projet à Promotion Santé Île-de-France. Donc, pour les quelques dernières minutes qui nous restent, qui va nous présenter le module 3 du e-parcours en santé on a construit, l'équipe projet a construit à Promotion Santé Île-de-France, mais aussi avec un nombre de partenaires vraiment nombreux. Elle va vous l'expliquer. Donc, je vais lui laisser mon siège. Merci déjà encore à tous nos intervenants, mais je lui laisse la parole pour l'instant pour les 5 minutes qui nous restent. Merci beaucoup. Donc, alors déjà, je m'excuse pour ma voix. Donc, voilà, j'ai un petit problème de voix. Je vais juste partager un PowerPoint. Hop. Oui, partage. Donc voilà, je pense que tout le monde voit bien le PowerPoint. Donc voilà, donc juste en quelques minutes, je vais vous présenter le e-parcours et notamment le module 3 du e-parcours, qui est un module d'auto-formation en ligne. Donc le module 3, on l'a publié en ce début d'année et je vais vous présenter d'abord, avant de rentrer dans le module 3, rapidement un peu les objectifs de ce module. Ah, attendez, si je mets comme ça. Je partage, peut-être que c'est mieux. Voilà, donc du coup, ce e-parcours, donc c'est un dispositif d'auto-formation en ligne, donc d'e-learning. Il a pour objectifs principaux de faciliter la montée en compétence des acteurs. Donc c'est de la promotion de la santé, mais plus globalement, et ça a bien été dit par les différentes personnes précédemment, c'est des acteurs qui ont un rôle à jouer en promotion de la santé, qu'ils en aient conscience ou non. Et donc évidemment, on a cet objectif de faire monter en compétence des acteurs qui se revendiquent pas et qui sont pas dans le champ de la santé. Donc, c'est extrêmement diversifié. Donc, le logement, l'urbanisme, le handicap, l'action sociale, l'aménagement, enfin voilà, tout ça, ça a été dit précédemment. Donc, c'est vraiment un objectif de ce e-parcours et un objectif en termes de montée en compétences lié aux concepts, aux enjeux et aux méthodes. Donc, ça aussi, voilà, Véronique Garnier a bien parlé d'un enjeu de méthode pour faciliter cette montée en compétences. Donc, c'est important. Et dans les 3 modules, on a évidemment cette notion. Hop. Donc, rapidement, voilà, il y a quelques grands principes. Je ne vais pas tous les détailler, mais ce qui est important à connaître, c'est que c'est un dispositif totalement ouvert à tout le monde, quel que soit son profil, et gratuit, évidemment, et qui reste dans le temps. Donc, vous pouvez y revenir autant que vous le souhaitez pendant même plusieurs années. C'est évidemment un ancrage Île-de-France autant que possible, même si voilà, d'autres acteurs peuvent l'utiliser, même s'ils ne sont pas en Île-de-France. J'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui est co-construit avec un certain nombre de partenaires. Donc voilà, ça rejoint la question d'intersectorialité qui a été abordée à plusieurs moments dans ce webinaire. Et quel que soit voilà, ce qu'on pratique en promotion de la santé ou santé de toutes les politiques, on a cette notion de partenariat qu'on a aussi appliqué nous-mêmes sur la construction. Donc voilà, donc aujourd'hui, nous avons 3 modules. Donc depuis ce début d'année, nous avons 3 modules. Je ne vais pas rentrer dans le détail des 2 premiers modules. On va aller plutôt sur le dernier par la suite. Donc les 2 premiers modules, ils sont vraiment pour donner les grandes idées de la promotion de la santé, quels sont ses fondamentaux. Donc on parle évidemment des déterminants de la santé dès le premier module. C'est un élément important, une séquence importante pour justement comprendre et faire comprendre cette question d'impact sur la santé de secteurs qui sont pas, qui sont justement dans d'autres champs d'intervention, mais qui vont avoir par leurs actions des effets sur la santé, mais aussi, comme l'a dit M. Charpak, si on prend d'autres termes, sur le bien-être, sur la qualité de vie de manière globale, et c'est important pour les habitants d'une collectivité notamment. Donc voilà, donc le premier module avec des séquences sur les grands fondamentaux qui répond un peu, c'est vraiment la base pour tout un ensemble de publics, et y compris des élus. Voilà, je sais qu'il y a des élus aujourd'hui. Voilà, si vous voulez justement vous acculturer à cette question de promotion de la santé et comprendre les rôles que peuvent jouer vos délégations, vos différentes délégations et vos agents ensuite par ricochet sur votre terrain. Voilà, ce module-là, il répond notamment à cette question-là. Ensuite, un deuxième module,
plus méthodologique sur une focalisation sur les déterminants de la santé et vraiment de manière plus précise comment on fait concrètement, quels sont les leviers, les stratégies qui permettent d'agir. Donc voilà, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on rentre dans la machinerie de la promotion de la santé de manière un peu plus précise avec des exemples notamment sur la périnatalité, sur l'alimentation et tout ce qui tourne autour de ces sujets-là, parce que plein de choses tournent autour de ça. Et donc le troisième module, donc je le détaillerai tout à l'heure, mais en tout cas, juste pour expliquer pourquoi on a voulu faire un troisième module justement sur la santé dans toutes les politiques. Ça rejoint tout ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire que c'est une démarche voilà, qui a toujours existé, mais qui prend de plus en plus d'ampleur et qui est de toute façon un des axes de la charte d'Ottawa, voilà, des actions politiques au niveau local, et on l'a ancré au niveau local notamment pour justement outiller les acteurs locaux, mais au sens large, que ce soit les élus, les acteurs des collectivités, les acteurs associatifs, les personnes qui accompagnent, donc ça peut être également les délégations départementales de l'ARS. Enfin, voilà. Ça répond à un certain nombre d'acteurs différents. Donc là, ce schéma-là, vous le verrez quand on vous enverra le PowerPoint, vous pourrez le lire un peu plus en détail. Mais en fait, le message clé à retenir de ce schéma sur le parcours potentiel dans les 3 modules, c'est que voilà, vous pouvez, selon où vous en êtes, selon quel profil vous êtes, est-ce que vous êtes un élu, est-ce que vous êtes un agent de terrain qui va concrètement mettre en place des actions, est-ce que vous accompagnez des actions, etc. Selon tout ça, selon là où vous en êtes dans la promotion de la santé, dans les concepts, selon vos objectifs aussi pédagogiques, ce que vous avez envie d'apprendre et ce que vous savez déjà ou pas, et ben vous pouvez vous approprier finalement le e-parcours d'une manière différente. Voilà, donc soit en faisant les modules dans l'ordre, selon où vous en êtes et si vous avez vraiment besoin de toutes ces connaissances et compétences, mais vous pouvez aussi, si vous avez déjà des bases en promotion de la santé, aller directement sur le module 2 ou voir le module 3. C'est tout à fait possible et voilà, il n'y a vraiment pas de blocage technique pour aller directement au module 3 si c'est ça qui va vous intéresser. Donc voilà, donc c'est vraiment regarder en fonction de là où vous en êtes, de ce que vous allez chercher à apprendre et vos objectifs pédagogiques, que vous allez finalement faire votre propre cheminement et que vous n'êtes pas obligé aussi, même dans un module, de faire l'ensemble des séquences, pardon. Voilà, si c'est le plaidoyer qui vous intéresse, et bien vous avez une séquence spécifique sur le plaidoyer dans le module 3. Si c'est comprendre la charte d'Ottawa, vous pouvez aller que sur ça dans le module 1, etc. Enfin, vraiment, c'est à vous adapter en fonction de vous. Et petit point spécifique sur, par exemple, dans les collectivités territoriales, si vous êtes un élu, voilà, on imagine bien que ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant pour un élu de faire l'ensemble, mais voilà, on connaît très bien l'agenda des élus et ça peut être compliqué. Donc, du coup, le module 1, ou en tout cas une partie du module 1 pour vous acculturer à cette question de promotion de la santé paraît importante. Vous pouvez, je pense, faire l'impasse sur le module 2 puisqu'il est très technique et il répond plutôt à des agents vraiment opérationnels de terrain. Et le module 3, notamment la première séquence, j'y reviendrai tout à l'heure très rapidement, donne des éléments sur voilà, quel rôle moi je peux jouer en tant qu'élu selon ma délégation, selon mes compétences et avec les autres élus. Donc voilà, donc vraiment à vous de vous faire votre e-parcours comme vous l'entendez. Hop. Voilà, donc là, c'est très rapidement pour vous montrer un petit peu la logique pédagogique qu'on a appliquée sur l'ensemble du e-parcours. C'est juste pour dire qu'on a vraiment cherché à transposer une méthode pédagogique qu'on peut faire en formation classique, j'ai envie de dire, en présentiel. Donc, c'est-à-dire que la connaissance et les compétences s'acquièrent d'une part par l'apport de concepts théoriques, de méthodes, etc. C'est évident, donc ça, c'est le bloc rose. Mais en fait, c'est toujours plus efficace de l'appliquer donc par des approches, des études de cas, des illustrations opérationnelles, des exercices. Donc là, c'est le volet bleu pour s'emparer, s'approprier l'ensemble de ces concepts et ces méthodes. Donc, voilà, donc c'est tout ce qu'on a appliqué au fur et à mesure et je vous montrerai tout à l'heure rapidement, concrètement, comment ça peut s'illustrer.
Donc là, rapidement également, on a environ aujourd'hui 2500 inscrits au e-parcours avec des profils extrêmement diversifiés. Donc dans les collectivités territoriales, évidemment, on a des coordinateurs territoriaux. Enfin voilà, on a vraiment, le e-parcours, il est à l'image, en tout cas c'est ce qu'on souhaitait, il est à l'image de la diversité des acteurs en promotion de la santé. Et on a les points forts finalement qui reconnaissent la logique pédagogique que j'ai montrée tout à l'heure. C'est ce qui est ressorti d'une évaluation qu'on a faite en 2024. Et important également sur la liberté de le faire à plusieurs. Voilà, ça peut être aussi être intéressant dans une collectivité de le faire avec ses collègues d'autres secteurs pour justement, ça peut être un moyen d'acculturer d'autres secteurs, d'autres élus, d'autres directions à la question de la promotion de la santé et la santé dans toutes les politiques. Donc voilà, donc le module 3, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais on a vraiment cet objectif de permettre aux acteurs, quels qu'ils soient, d'identifier et de s'approprier les enjeux et stratégies donc de la santé dans toutes les politiques et spécifiquement au niveau local. Donc on est vraiment ancré au niveau local, donc notamment communal ou intercommunal. Les publics cibles, donc ils sont très diversifiés, comme je l'ai dit, mais on a vraiment cherché à répondre aux besoins des acteurs locaux, donc notamment les coordinateurs territoriaux, ASV, CLS ou CLSM, qui ont été évoqués à plusieurs reprises, mais l'ensemble des agents des collectivités, les élus, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, et évidemment toutes les associations, pareil comme ça a été redit, qui ont un rôle clé en santé dans toutes les politiques. Et ça ne répond pas, et même surtout, ça répond surtout aux acteurs qui ne sont pas du domaine de la santé pour leur montrer comment faire, donc du coup comprendre les enjeux de la santé dans toutes les politiques. Donc ça va rejoindre pas mal de choses qui ont été dites tout à l'heure. Donc la notion de co-bénéfice sont des enjeux qui sont identifiés, la notion d'intersectorialité, la notion de partir des besoins des différents services. Enfin voilà, c'est vraiment des choses qu'on a développées au fur et à mesure. L'importance aussi de permettre finalement pour je sais pas, un élu sur le logement qui n'aurait pas forcément dans son logiciel, c'est pour reprendre les termes qui ont été dit tout à l'heure, finalement la santé, qui peut se dire qu'est-ce que moi je peux apporter à la santé. Donc voilà, donc une importance aussi dans l'ensemble des séquences de permettre à chacun, quelle que soit la place où il est, de identifier son propre rôle et qu'est-ce qu'il peut faire, voilà, où s'arrête et où commence son rôle pour justement le travailler avec d'autres secteurs. Et évidemment, on rentre également encore, comme le module 2, fortement dans le concret avec les leviers d'intervention, des actions très concrètes. Donc du coup, ça se concrétise par 5 séquences. Donc une première séquence qui pose un peu les bases. Donc comme je le disais tout à l'heure, c'est notamment une séquence importante, je pense, pour un élu ou pour des élus d'une collectivité, pour un peu comprendre comment ça se passe, quels sont les enjeux et quel rôle ils peuvent jouer. Une séquence 2 sur l'analyse de contexte, voilà, parce que c'est important en promotion de la santé et en santé dans toutes les politiques de partir du territoire. Donc sur l'analyse de contexte qui fait lien aussi avec des éléments de diagnostic. Des séquences ensuite, séquence 3, séquence 4, sur vraiment des leviers spécifiques. Donc c'est pas les seuls, il y a plein d'autres leviers qui existent, mais en tout cas on a fait une focalisation sur les leviers, sur le travail ensemble. Donc voilà, ça rejoint la question d'intersectorialité encore. Et pour faire cette intersectorialité et ce travail ensemble, la nécessité à la fois de créer une culture commune, voilà, qui se traduit dans le temps. Donc ça rejoint aussi ce qui a été dit tout à l'heure. Et le partenariat, concrètement, comment on fait du partenariat, quelles sont les méthodes, quelles sont les étapes, voilà, et aussi quelles sont les méthodes et quelles sont les étapes pour faire du plaidoyer, puisque voilà, faire du partenariat, ça nécessite aussi souvent du plaidoyer, que ce soit du plaidoyer auprès des élus, du plaidoyer auprès de la DGA, enfin ma DGA, si je suis, voilà, de faire du plaidoyer auprès des partenaires pour qu'ils intègrent le partenariat, etc. Et ensuite, une dernière séquence illustrative sur l'urbanisme favorable à la santé de manière plus globale, l'aménagement du territoire qui, comme l'a dit Étienne, il me semble tout à l'heure, voilà, est un des axes sur lesquels s'est développée beaucoup la santé dans toutes les politiques ces dernières années. Et après chacune de ces séquences, notamment les séquences de 2 à 4, on les a illustrées, comme je le disais tout à l'heure, toujours sur des thématiques précises pour que ce soit le plus concret et opérationnel possible, et avec une possibilité évidemment de transposition sur d'autres thématiques ensuite. Donc voilà, donc là je passe très vite, mais c'est juste pour vous dire qu'on a fait ce e-parcours pas du tout seul. On l'a fait avec une vingtaine de partenaires, notamment beaucoup d'acteurs locaux, que ce soit une élue sur certaines des activités, beaucoup de coordinateurs territoriaux qui ont travaillé à la construction
des séquences avec nous, mais également des agents de collectivité territoriale, mais pas forcément du secteur de la santé, des experts des leviers, des experts des thématiques pour vraiment nous aider à construire tout ça. Et donc du coup, on a voilà, ça reflète la logique pédagogique de tout à l'heure et je vais un peu terminer là-dessus avant de vous montrer juste des petites images, puis vous pourrez, surtout aller voir, hein, je vous incite à aller voir et vous inscrire. Mais en tout cas, là, ça montre un petit peu la logique pédagogique, donc avec des ressources, des exercices, des avant-goûts qui sont des petits exercices un peu pour questionner ces représentations et ces pratiques avant de rentrer dans le vif du sujet de la méthode. Voilà, donc tout ça, on a, comme je le disais, vraiment veillé à ce que ce soit le plus, interactif possible, le plus actif finalement, qu'on soit aussi actif dans sa formation, avec beaucoup d'exercices qui sont proposés, liés aux ressources, pour vraiment s'approprier sur l'ensemble des séquences, voilà, comment concrètement je fais de la santé dans toutes les politiques, comment je fais du plaidoyer, avec des études de cas très pratico-pratiques qu'on a construit donc avec des acteurs locaux qui connaissent très bien ces situations-là. Donc voilà, donc ça donne énormément une diversité de contenus, de formats, d'exercices et de ressources voilà, pour répondre à l'ensemble des besoins. Et comme je le disais tout à l'heure, voilà, l'idée c'est, si vous n'avez pas le temps de tout faire, c'est d'aller piocher ce qui vous intéresse, la séquence qui vous intéresse. Si vous n'avez pas le temps de faire l'exercice à ce moment-là, vous ne le faites pas et vous le faites peut-être un peu plus tard, peut-être avec des collègues, voilà, pour permettre de s'approprier justement ces contenus-là. Donc une grande liberté dans les contenus. Voilà, donc là, je vais m'arrêter parce qu'il est 40. Je vous passe très, très vite voilà, pour vous donner envie, j'espère, à aller voir. Voilà, on a essayé de travailler aussi beaucoup la forme, voilà, donc avec les politiques publiques qui sont représentées, des petits bonhommes, des personas qui représentent un peu l'ensemble des acteurs et des fiches, voilà, pour montrer les effets justement d'une action qui serait par exemple là d'un chargé de mission service culture, des travails un peu d'enquête sur la question de l'analyse de contexte et le lien social et santé mentale, la question d'un agenda de coordinateur de chargé de mission de logement. Donc là, on ne part pas de la santé, justement, on part d'un projet hors santé, comment on fait pour intégrer la santé. Donc du coup, cette question de culture commune avec d'autres. Le chemin du partenariat, sur lequel on s'est basé sur un outil de méthode pour créer un partenariat, sur une question plutôt de prévention de la délinquance, qui a beaucoup de liens avec la promotion de la santé. La question de l'alimentation et un jeu de loi pour montrer un peu les écueils et les soutiens qu'on peut avoir et surtout le cheminement qu'on doit avoir pour faire du plaidoyer et là sur la question de l'alimentation. Donc voilà, je m'arrête là. Là, vous avez voilà, le QR code si vous voulez le flasher tout de suite. Et sinon, de toute façon, on vous enverra tous les liens pour vous inscrire, on l'espère, à ce module e-parcours. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop rapide. Je vais relaisser la parole à Delphine. Merci. Du coup, je ne sais pas si vous Voilà, donc merci beaucoup Vanessa pour cette présentation du e-parcours qui reste vraiment un outil à votre gratuit, je le rappelle, juste sur simple inscription sur notre site et vous aurez les liens comme l'a dit Vanessa. Donc vraiment, n'hésitez pas, vous pouvez nous poser des questions. Donc c'est la fin du webinaire, on a débordé un petit peu, mais merci à tous ceux qui ont pu suivre ce webinaire et aussi rester jusqu'à la fin. Merci à vous et surtout, je voulais remercier nos intervenants, donc Étienne Nouguez, Véronique Garnier et Yves Charpac. Vraiment, merci à vous parce que vous nous avez vraiment fait part de beaucoup d'apports et c'était extrêmement important sur cette question de la santé dans toutes les politiques. Donc, merci beaucoup. Et puis, merci aussi à Carole, du coup, Carole Poisson de l'ARS Île-de-France. Vraiment, merci Carole parce que vous avez géré beaucoup de soucis techniques, donc on vous en remercie. Et merci de votre implication aussi à nos côtés pour ces webinaires. Donc, et merci à tous les participants. Donc, n'hésitez pas à continuer à être en lien avec nous et avec nos intervenants si vous le souhaitez, pour qu'on puisse continuer à faire vivre la santé dans toutes les politiques. Voilà, comme vous l'avez vu, c'est un sujet passionnant. Merci à vous tous et très bonne journée et à bientôt. Merci. Bonne Au revoir. journée, au revoir.